Alors, on va aborder la deuxième partie de la journée, de l'après-midi, sur donc cette fois-ci quelques aspects d'instrumentation et en particulier instrumentation de la jonction crânio-cervicale. Cyril, je crois que c'est à toi sur les aspects techniques de l'instrumentation de la charnière chez l'enfant. Difficultés, stratégie et adaptation. Ok. Moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est surtout des maladies osseuses congénitales euh, et de la particularité de l'instrumentation chez ces enfants. Euh, dans donc, toutes les anomalies de la jonction crânio-vertébrale, c'est Michel Zera qui m'a appris tout ça. Et, euh, et on a distingué plusieurs types de maladies. Donc il y a les maladies osseuses primaires, les maladies osseuses métaboliques, les maladies osseuses secondaires, les maladies acquises, les tumeurs et les traumatismes. Donc je vais passer les traumatismes, mais juste un mot sur les tumeurs de la jonction crânio-vertébrale. Aujourd'hui, contrairement à il y a quelques temps, quand il y a une tumeur de la jonction bulbomédulaire ou cervicale haute, etc., j'ai tendance maintenant à les stabiliser d'emblée en PEROP. C'est-à-dire que j'enlève la tumeur et je les stabilise, surtout les plus jeunes, parce que j'ai vu des dégradations rachidiennes extrêmement importantes malgré des halos, des corsets, etc. C'est très très compliqué pour les mettre droit secondairement, donc j'ai tendance à les stabiliser d'emblée. Donc j'instrumente assez volontiers et assez rapidement maintenant. Donc je reviens dans mes maladies osseuses. Je vais surtout parler des primaires, des métaboliques, des secondaires et des acquises. Alors, dans les primaires, on a les ostéochondrodysplasies et les dysostoses. Dans les ostéochondrodysplasies, donc c'est des anomalies de la croissance de l'os, avec des anomalies de la croissance elle-même, donc une hyperostose et une désorganisation du cartilage. Il y a une densité qui est particulièrement anormale. Et je vais parler rapidement des dysostoses. Donc dans les dysostoses, il y a plein de trucs, dont les craniosténoses. Et les craniosténoses, en fait, jusqu'ici, on ne les stabilisait pas, mais on commence à les stabiliser de plus en plus. Alors, je ne sais pas encore si on les stabilise parce qu'on les déstabilise de manière iatrogène, c'est-à-dire qu'en ouvrant, en faisant des expansions postérieures, on déstabilise le rachis cervical et la jonction occipito-cervicale. Et donc là, j'ai quelques quelques syndromiques, donc, dont des Crouzons que j'ai dû stabiliser secondairement. Et je ne sais pas si c'est iatrogène ou pas. Donc, les craniosténoses, et puis il y a d'autres grosses anomalies dans les Klippelfeld, d'autres maladies, etc., avec certaines anomalies un peu compliquées. Les anomalies de la croissance, donc on fait des diagnostics anténataux de plus en plus fréquents, et en tant que neurochirurgien pédiatre, je passe maintenant une partie de ma vie avec les gynécologues. Et donc on va, et comme faisait Michel, en fait, je descends à la consultation avec les gynécos et on met la sonde sur le ventre de la maman et on regarde les fœtus avec les gynécologues pour regarder ce qui se passe. Et on a tendance à discuter avec eux du diagnostic d'emblée et avec les parents. Donc on a des diagnostics anténataux qui se font de plus en plus fréquents, des discussions qui se font de plus en plus fréquentes sur ces anomalies osseuses. Donc dans les anomalies de diagnostic anté- et postnataux, le truc le plus important, c'est bien évidemment les achondroplasies. Je ne vais pas parler des autres anomalies. On a les autres anomalies et les maladies qu'on diagnostique pendant l'enfance dans toutes les dysplasies spondylo-épiphyso-métaphysaires, donc les dysplasies métaphysaires, épiphysaires et les autres. Et il y a toutes les autres maladies du cartilage et du tissu fibreux, donc dans les exostoses. Je trouve que son nom, il n'est pas particulièrement adapté parce que c'est pas de l'os, c'est du cartilage. Et donc c'est des lésions avec de l'hypercroissance du cartilage et d'autres anomalies associées. Il y a aussi les anomalies de la densité et de la morphologie des os longs. Donc tout le monde connaît les OI, donc les ostéogénèses imparfaites.
Il y a les ostéoporoses juvéniles, etc. Donc toutes ces petites maladies, qui sont des maladies particulièrement rares, en anténate et en postnatal, nous on les voit volontiers. Donc ce n'est pas des maladies qui sont extrêmement fréquentes. Je vais vous parler en l'occurrence dans certaines maladies métaboliques des MPS, donc des mucopolysaccharidoses. Ce sont des maladies qui sont particulièrement rares, mais qu'on voit en anténatal, en postnatal, et qu'on doit prendre en charge en postnatal. Et c'est ça le problème et le suivi de ces patients et la prise en charge qui va être un peu compliqué. Donc je vais rapidement aller sur les MPS. Donc il y a plusieurs types de MPS. Il y a surtout, donc les MPS, c'est une maladie très rare, autosomique récessive. Il y en a 11 qui ont été décrits. Donc je vais avancer sur chacune de ces MPS. Et la mucopolysaccharidose qui nous intéresse un petit peu plus dans cette présentation, c'est le 4 ou le morquio, qui engendre des instabilités assez importantes. Dans les maladies secondaires de l'os, on a toutes les autres maladies. Donc vous connaissez les progéries, les Noonan. Il y a les anomalies chromosomiques, et ça je vais y revenir aussi dans les trisomies 21 ou T21, on a certaines maladies, et puis on a vu tout à l'heure une image d'une T21, et il y a les autres maladies de la peau et des ligaments comme les Larsen et les Marfan. Alors, la prise en charge chirurgicale, on a deux cas de figure, comme pratiquement pour le Chiari. Soit ils sont asymptomatiques, soit ils sont symptomatiques. S'ils sont symptomatiques, c'est simple. On les traite, calcul bénéfice-risque, etc. Quand ils sont asymptomatiques, il faut savoir pourquoi on les traite. Donc, est-ce que c'est un traitement préventif? Est-ce qu'il y a un risque pour l'intervention? Quand est-ce qu'on doit les prendre en charge? Et à quel âge on peut les opérer? Donc, j'ai divisé la présentation en trois origines de la prise en charge. C'est soit il y a une compression, soit il y a une instabilité, soit c'est mixte. Les bilans, ils sont assez systématiques dans notre cohorte de patients. Aujourd'hui, on leur fait systématiquement ce qu'on appelle une IRM dynamique. Alors, ça ne veut pas dire dynamique, c'est une IRM positionnée, donc on les met en flexion-extension, on les fait surtout pas bouger pendant l'IRM. Et donc, ça nous permet d'avoir une image qui est plus jolie que celle-là, parce que c'est ce qu'on utilisait jusque-là, et ce qu'on continue à utiliser d'ailleurs, ce qui marche très bien. Mais on a des images qui sont un peu plus sympas pour mieux voir la moelle. Et donc on les a en flexion-extension, et on voit particulièrement bien l'espace périmédulaire qui se réduit, ou qui, avec le liquide qui passe ou pas. Les polysomnographies, donc, comme pour les Chiari aussi, ça fait partie du bilan systématique. La polysomnographie est particulièrement importante. Donc on va chercher s'il y a des apnées centrales, des apnées obstructives et des atteintes mixtes. Alors, le fait d'avoir des apnées obstructives centrales, c'est un signe qui nous rassure pour pouvoir les prendre en charge de manière chirurgicale. Mais quand il y a des atteintes obstructives, on ne peut pas savoir si c'est purement obstructif. Alors, s'ils ont enlevé les amygdales VG, on est assez peinard parce qu'on se dit que ce n'est pas ça. Et donc, c'est probablement autre chose. Et donc, il peut y avoir une atteinte des nerfs mixtes qui peut engendrer des apnées obstructives et qui peut être à l'origine de troubles respiratoires. Donc, le fait d'avoir des apnées obstructives n'est pas nécessairement réellement que obstructif. Ça peut être autre chose aussi. Alors, dans le bilan, pour certains patients, on fait aujourd'hui systématiquement un scanner de la trachée. Alors, pourquoi? Surtout dans les MPS. Parce que les mucopolysaccharidoses, donc c'est des maladies enzymatiques pour lesquelles on commence à avoir des traitements. Et donc, les neurochirurgiens adultes qui ne connaissaient pas cette maladie jusque-là parce qu'ils avaient une espérance de vie qui était de 13, 14 ans, enfin, qui était jeune, c'est des maladies que vous allez rencontrer maintenant et des patients que vous allez rencontrer parce qu'ils ont une espérance de vie de on ne sait pas, parce que le traitement est récent, et donc ils deviennent adultes. Et c'est des patients que vous ne connaissiez pas du tout et qui commencent à être adultes. Et donc, ils ont une infiltration de mucopolysaccharides dans les tissus globalement, et donc dans la trachée. Et donc, on a des images de reconstruction 3D avec cette trachée qu'on voit à gauche qui est normale. Je ne sais pas si on voit ma souris. Ouais.
et des infiltrations de mucopolysaccharides dans la trachée avec des boules. Et c'est très très joli à voir en fibroscopie parce qu'on voit vraiment des boules qui sortent dans la cavité de la trachée pour avoir quelquefois des trachées qui sont particulièrement filiformes comme ça. Et donc mettre un tube dans un truc comme ça l'irrite et ça sténose complètement. Donc on peut tuer les enfants, ou les patients en tout cas, si on leur met un tube. Donc c'est vraiment très risqué. Donc la discussion de est-ce qu'on peut l'endormir ou l'opérer de la charnière parce qu'il se dégrade, il devient tétraplégique, etc. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Il faut d'abord savoir si on peut le faire ou pas. Et c'est fort de cette première expérience qu'on est assez systématique sur les MPS parce que ce garçon que j'avais vu à 15 ans m'a dit de toute façon je préférerais mourir plutôt que de perdre mes bras. Et il a failli mourir parce que on n'avait pas fait de scan de trachée parce qu'on ne connaissait pas ça au départ. Et en fait, on a été obligé de mettre un stent dans la trachée pour le faire respirer parce qu'on n'arrivait pas à l'extuber. Il a été à la fac et il a vécu pendant plus de 8 ans avec cette prothèse. Et il est mort à 24 ans. Mais il a tenu le coup avec ce truc-là. Et ça lui a, entre guillemets, sauvé la vie. Donc c'est pour ça que maintenant, on est un peu plus... on fait beaucoup plus attention à ça. Alors quand on regarde les scans de trachée de ces DMPS, on se rend compte que jusqu'à 12-13 ans, on n'a pas d'infiltration. Mais après 13-14 ans, on a un début d'infiltration de la trachée avec ces mucopolysaccharides. Et donc, c'est à ce moment-là que ça devient risqué de les intuber. Alors, la question à se poser, c'est quand est-ce qu'il faut les opérer? Est-ce qu'il ne faut pas les opérer avant, quand on peut les opérer ou pas? Et c'est ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Donc, on continue avec le bilan. Donc, il y a systématiquement un bilan réel cardiologique, etc. Alors, je vais vous montrer maintenant des trucs plus chirurgicaux. Donc la chirurgie, donc je reviens sur la compression, l'instabilité ou compression et instabilité. On a pour certaines maladies ce type de compression. Donc on a une grosse sténose, surtout donc, dans les achondroplasies. Et en plus de la sténose, il peut y avoir aussi quelquefois des petites synéchies à cet endroit-là qui peuvent créer aussi la majoration de la sténose. Donc le fait juste d'ouvrir l'os, quelquefois, ça ne suffit pas. Et donc il faut aller ouvrir un peu plus. Donc j'ai des histoires comme ça avec... donc j'ai joué à Gulliver. Il y avait le papa que j'ai opéré et le bébé que j'ai opéré aussi. Qui s'appelle Axel. Et donc, c'est le papa qui m'avait reconnu. Donc, ça m'a fait un sacré coup de vieux. Et en fait, le bébé, c'est une histoire un peu compliquée parce que ce bébé, donc Axel, il a donc son papa qui est achondroplaste et la maman qui est partie d'Algérie parce qu'elle ne voulait pas se marier avec la personne avec laquelle on l'obligeait à se marier, qui est arrivée en France, elle a été obligée de se marier avec lui. Et elle a aussi une maladie génétique. Donc elle a refilé et l'achondroplasie plus la maladie génétique à son enfant, qui a fait que cet enfant a des problèmes respiratoires et la sténose de la charnière. Donc vous voyez que déjà à 23 jours de vie, on avait déjà cette sténose extrêmement importante avec des apnées centrales qu'il n'arrêtait pas de faire, des cyanoses, etc. Donc j'ai été obligé de l'opérer. C'est un des plus jeunes que j'ai dû opérer vers l'âge de 1 mois. Donc ça, c'est le post-op immédiat. Donc nous, on fait une IRM pour tous les patients. Et donc c'est des ouvertures, donc des compressions qu'on fait extrêmement tôt quand on a besoin. Après, lui, est-ce que je l'ai déstabilisé ou pas? On verra ce que ça va donner plus tard. Ça, c'est une autre enfant. Donc Tressia, c'est au départ donc un diagnostic anténatal de Binder. Donc c'est une anomalie osseuse, surtout avec une hypoplasie faciale, etc. Ça, c'est une anomalie de la face. Et donc cette enfant, elle est née, elle a respiré, mais elle a eu quelques trucs. Donc elle a
la sténose de la charnière, mais je n'ai pas pu la prendre en charge. Elle a eu une trachéotomie, elle a eu des abcès, elle a eu des problèmes digestifs, etc. Et à la naissance, on a cette image. Donc, vous voyez ce petit truc-là, donc l'arc postérieur de C1 qui est complètement luxé. Aujourd'hui, elle est comme ça. Et il faut savoir que cette petite... donc la prise en charge est particulièrement compliquée. Pour éviter de l'opérer tout de suite, on l'a mise dans du plâtre complètement. Et on essaye de la maintenir en vie correctement. Elle bouge tout. Et à un moment ou un autre, on va se poser la question de pouvoir l'opérer. Alors la question, c'est est-ce qu'on la stabilise d'emblée? Est-ce qu'on on lui ouvre la charnière, puis secondairement, on va la stabiliser? C'est des questions un peu compliquées pour lesquelles on a beaucoup de mal c'est extrêmement difficile de savoir. Donc à droite, on a le début de sa vie, et là, on est à gauche maintenant. On a aussi toutes ces compressions, plus ou moins importantes, comme dans ces exostoses. Et là, les maladies exostosiantes, on peut avoir des trucs intracanalaires assez importants et pour lesquels on doit et décomprimer, et quelquefois, quand l'exostose est importante, on doit les stabiliser pour éviter les déformations secondaires. Les OI, avec les impressions basilaires. Donc je vais avancer sur tout ça. On a toutes ces compressions, et puis on a bien évidemment les grosses instabilités, comme celle-là, donc dans toujours cette mucopolysaccharidose, avec ces instabilités qu'on voit de manière assez régulière, et on voit aussi les vertèbres qui sont assez typiques des MPS. On fait ces images en flexion-extension. Là, on a toujours des instabilités dans les pseudo-achondroplasies aussi. Et chez les patients qui peuvent avoir une instabilité et une hyperlaxité, et vous voyez ici, comme tout à l'heure, donc cette origine embryonnaire qu'on a de manière assez systématique, et ça c'est typique des T21. Comme cette patiente que j'ai opérée il n'y a pas longtemps, donc cette jeune fille qui a 7 ans, qui a été vue par le pédiatre depuis la naissance, et à 3 ans, elle arrive toujours pas à monter les escaliers. Et le pédiatre dit c'est normal parce que tous les T21 ils savent pas monter les escaliers. Puis elle continue à grandir, et puis à 7 ans elle tombe, etc. de manière assez récurrente, jusqu'au moment où il y a un docteur qui commence à lui faire une imagerie, et on tombe sur ça. Et donc quand je la vois en consultation, je l'envoie directement en radio pour essayer de voir si ça se réduit. Et en fait, ça se réduit particulièrement bien. Là, j'ai mis un gros bio dans le cou. Et vous voyez qu'on a un bel alignement de C1 par rapport à C2. Ce qui va nous faciliter le boulot après. Ensuite, les instabilités et les hyperlaxités, bien évidemment dans les Marfans. Ça, on connaît plutôt pas mal. Et que vous voyez chez les adultes aussi. Et puis on a ces images typiques du Larsen, avec ces images un peu compliquées et qu'on gère chirurgicalement de manière assez complexe, avec des abords antérieurs, postérieurs, etc. C'est un peu... c'est des choses qui sont un peu compliquées. Alors, la prise en charge chirurgicale, c'est décompression, stabilisation avec ou sans ostéosynthèse. Alors le problème, c'est que quand on gère des enfants de 1-2 ans, on ne peut pas mettre des vis ni des crochets parce que les lames sont trop petites. On a surtout du cartilage, c'est un peu compliqué à stabiliser. Donc on est obligé de greffer, de mettre des... Alors, en Angleterre, on mettait des wires, des câbles en acier pour essayer de les maintenir. Puis on faisait des greffes. On les mettait dans des corsets. Mais quelquefois c'était instable, donc on est obligé de les reprendre plus tard pour les stabiliser secondairement. Par exemple ici, en ce moment on est très traction, et donc on essaye de les tracter, surtout alors quand ils ont plus de 2 ans et qu'ils ont un crâne qui est fermé. Là on peut se permettre de leur mettre des halos. Avant c'est plus compliqué, et donc on essaye de les remettre droites pour réaligner le rachis. Le truc, c'est que moi, j'adore faire ça. Le seul problème... Alors,
Maintenant, on va avoir des robots qui vont nous aider à faire ça. Donc, je suis parti en Belgique. Ils nous ont montré un robot, une sorte de bras, qui vise exactement le pédicule, l'axe, etc. Donc, c'est un peu frustrant pour notre ego, mais c'est excellent pour les patients. Parce qu'on n'aura plus besoin de calculer. C'est le robot qui va nous mettre la flèche à l'endroit où on va mettre notre vis. On aura juste à calculer la longueur de la vis. Et puis, visser les enfants, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est toujours pour l'ego, c'est assez sympa. Mais donc j'ai essayé tout, je pense. Toutes les techniques de vissage occipital, de vissage cervical, de crochet, etc. Et en fait, plus je vieillis, moins je visse et plus je crochette, parce que c'est simple, c'est moins dangereux, et ça marche aussi bien. Et franchement, j'ai moins de risques pour la vertébrale, moins de risques pour la moelle en mettant des crochets, et ça marche particulièrement bien en occipito-cervical pour les enfants. Après, le seul problème de la plaque occipitale, c'est les vis occipitales qui sont énormes, et on n'a plus de crochets. Donc ça n'existe plus, donc on est obligé de visser dans le crâne, et donc à partir à moins de 2 ans, c'est impossible. Donc je vais finir avec ça. Donc mes halos et ma petite trisomique qu'on a opéré dernièrement, avec lequel on lui a mis son halo jaquette. On met plus des corsets externes parce que ça donne des escarres assez importants chez les enfants, surtout en occipital. Donc on essaye de mettre. C'est pour ça qu'on met très facilement des halos en ce moment. Voilà.